Bienvenue, chers collègues. Il est 18 heures passées. Je vous propose que nous démarrions notre conseil municipal qui se tient en présentiel, mais qui est diffusé sur Internet et que les Rochelais peuvent suivre sur Internet en complément de celles et ceux qui sont présents. Chers collègues, vous comprendrez que nous démarrions ce conseil municipal avec des félicitations et des applaudissements collectifs au Stade Rochelais qui nous a régalé et d'une victoire sportive et d'une fête extraordinaire sur le Vieux-Port de La Rochelle. Je vous propose que nous leur fassions une ovation debout pour démarrer ce conseil municipal. Voilà, si le président Merlingue est en état à cette heure d'écouter, après la folle journée d'hier, qu'il sache combien nous admirons. Quelques mots sur cette victoire. Tout d'abord de dire, c'est avant tout bien sûr celle des joueurs et d'un club et d'un très grand club. Mais de dire au-delà de ça, qui nous représente de manière magnifique, puisque l'état d'esprit qu'il porte, l'état d'esprit collectif, l'état d'esprit de projet, l'état d'esprit de solidarité sont bien sûr des valeurs qui nous vont fort bien. La presse internationale ne s'y est pas trompée en relayant ce club qui s'est construit sur un projet sur plusieurs années, avec des valeurs profondément ancrées, qui sont à la fois les valeurs du rugby, mais aussi les valeurs spécifiques au Stade Rochelais. On admire leur parcours, on va les accompagner au mieux, on aura des projets à présenter dans les semaines et les mois à venir pour les accompagner et de dire que c'est vraiment un grand bonheur que d'être à leur côté. Quand je dis à leur côté, c'est aussi autour de tous ceux qui ont participé à cette construction. Vous voyez, quand je rencontre des collègues maires ou présidents d'agglomération, ils me parlent des soucis qu'ils ont avec un fonds d'investissement qui vient d'acheter le club de leur ville, avec lesquels les relations ne sont pas toujours faciles. Je ne cite pas de nom, ils sont tellement nombreux dans cette situation difficile que la situation majoritaire des grands clubs professionnels, parce que là on parle du sport professionnel, eh bien, est complexe. Avec, vous voyez, la situation, j'ai dit que je ne citais pas de nom, on va citer Biarritz quand même, on va citer des villes comme Le Mans, des Bordeaux évidemment, hélas, voilà. Et donc on est dans cette formidable association entre un tissu économique de notre territoire, les plus belles entreprises de notre territoire sont aux côtés du Stade Rochelais pour son financement, pour son projet, et aussi autour de ses valeurs. Et donc tout ça c'est un immense bonheur, et vous savez, quand on est élu, on passe plus souvent son temps à se faire enguirlander, on est à portée d'engueulade, comme on dit souvent. Ben là, hier, les gens nous disaient merci et je ne cessais de leur dire, mais attendez, c'est merci aux joueurs avant tout, merci au club avant tout qu'il faut vraiment dire. La fête a été magnifiquement réussie hier et permettez-moi de saluer toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre, ont travaillé pour que cette fête soit une magnifique réussite. 35 000 personnes, c'est le chiffre qui a été indiqué, qui n'a pas en tout cas été contredit, et voilà, sans d'incidents, tout ça dans de la bonne humeur. Je crois que c'est vraiment quelque chose. Alors sachez qu'il y avait environ 200 personnes qui travaillaient dans l'ombre pour que tout se passe bien. La sécurité civile était présente, les pompiers étaient présents, la police nationale, la police municipale, les agents techniques pour sécuriser les rues qui accédaient au Vieux-Port, pour essayer de tout prévoir comme situation, un véhicule fou qui rentre dans la foule, c'est déjà arrivé, vous voyez les images que l'on a à l'écran qui sont extraordinaires. Alors là, c'est pris du PC d'organisation, c'est un secret que je vais vous dire, il est situé en haut de la grosse horloge. Et vous voyez la vue qu'il y a de là-haut. On voit les navires de la SNSM qui sont là, de la régie du port de Plaisance. Donc vraiment un grand coup de chapeau à toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre, préparaient cet événement au cas où il y ait cette victoire. Ben, cette victoire, elle était là et tout était prêt. Une très belle coordination entre la préfecture,
le Stade Rochelais et bien sûr les services de la ville pour que tout soit fin prêt, pour que cette fête soit la plus belle possible. De dire aussi que dans d'autres sports, on voit parfois les gens s'agripper, grimper. Ben, vous voyez, les spectateurs ont profondément respecté le bus impérial qui a circulé. Personne n'a cherché à grimper dessus. Il n'y a pas eu de débordement. Il y a eu de la joie, de la bonne humeur, de l'amitié. Et puis surtout cette formidable reconnaissance à nos joueurs, parce qu'on se les approprie forcément avec le temps. Puisque j'en suis sur le terrain, des remerciements à tous les agents qui ont travaillé pour que cette fête soit magnifique. Les saluer aussi parce que ce matin, la ville très tôt était parfaitement propre. Après 2 soirées de fête, la fête spontanée de la victoire, puis la fête plus organisée, la ville était absolument impeccable. Tous les commerçants avaient joué le jeu de retirer les tables précédant l'arrivée du bus, d'ailleurs, valait mieux, parce que sinon, je ne sais pas comment ça se serait passé. Et puis aussi, les services de la propreté urbaine, qui, au cours de la nuit, ont commencé leur travail de rangement, de nettoyage, et la ville, ce matin, était impeccable. Et puisque j'en suis sur les remerciements, vous savez qu'on a eu un incendie très violent, grave, dans la nuit, alors cette fois-ci du vendredi à samedi, au minimum, que les services, les pompiers sont d'abord bien sûr intervenus sur un feu violent, mais qu'on a eu 40 personnes à la reloger dans la nuit, et que là aussi, sous l'autorité de Julien qui est derrière moi, de Julien Dion, et des élus présents, et ils étaient 2 présents, Jean-Philippe et également Gwendoline, je te cherche, je te vois pas, voilà. Qui étaient présents, 40 personnes ont pu être logées à la salle de Saint-Éloi, et depuis de dire qu'ils ont pu récupérer leur logement. 4 logements ont été très gravement endommagés, mais les autres ont pu reprendre possession de leur logement dans cette nuit. Voilà, chers collègues, ce magnifique, ce formidable événement qui n'a pas fini de faire couler d'encre. Ça y est, La Rochelle c'est déjà une très grosse équipe sportive avec un état d'esprit magnifique. Je pense que c'est aussi une très belle récompense pour le parcours formidable de Vincent Merlingue à la barre de ce club. Il barre ce club avec une manière admirable, avec un cap, avec à ses côtés Pierre Vénère. Et donc, c'est vraiment pour eux aussi quelque chose de formidable. On voyait des larmes couler à la fin du match. On était à côté d'eux avec Catherine, et puis de les revoir aussi. Voilà, alors maintenant, on va croiser les doigts. Il y a encore le top 14 qui continue. Voilà, je ne sais pas donc, comment c'est possible, après une fête pareille, d'aller rejouer quelques jours après. Mais voilà, c'est aussi des sportifs professionnels. Et je sais que cette semaine, ça va être la semaine de la récupération. Puis ensuite, ça va être le rôle de l'entraîneur irlandais, je le rappelle, que d'aller voir comment il organise ses équipes pour les matchs à venir. Voilà, chers collègues, s'il y a d'autres interventions, je vous en prie, pardon. Merci, monsieur le maire. Effectivement, on a passé un moment exceptionnel. Merci aussi aux élus. Vous n'avez pas cité, par pudeur peut-être, les élus qui ont travaillé, je pense à Catherine, entre autres. Donc, merci aux élus qui ont beaucoup œuvré. On s'est vraiment régalé. Merci à Pierre Vénère, parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Un directeur général de club descendre du bus pour partager la coupe avec tous les Rochelais. Il a même laissé la coupe partir de main en main. Ça, c'est juste énorme. Et en plus, elle est revenue. Et en plus, elle est revenue en bon état. Elle est revenue. Non, c'était fantastique. J'en profite puisque j'ai la parole pour remercier aussi tous les éducateurs du club qui travaillent énormément, puisque on avait quand même 2 minots. Un qui est né à La Rochelle, l'autre qui est né à Puyles-Borough. Je pense à Mathias Haddad et à Thomas Bergeon, qui ont fait une prestation mais majeure. Ils ont quand même remplacé à eux deux All Blacks champions du monde, et ils ont été extraordinaires. Et il faut vraiment saluer le travail des éducateurs au Stade Rochelais, des U6, U8, U10 jusqu'au centre de formation. C'est vraiment fantastique. Voilà. Merci vraiment à tout le monde. Les élus du renouveau, de toute façon, il n'y a pas de... Dans ces moments-là, on est bien d'accord, il n'y a pas d'opposition. Il y a vraiment une grosse solidarité, et encore merci aux élus qui ont super bien bossé, et à tous les organisateurs. Bravo. Merci de vos propos. Et un grand bravo aussi au basket, qui est en train de faire aussi un exploit extraordinaire. Voilà, j'allais y venir également. Et donc, effectivement, ça a été un week-end sportif hors norme, puisque le basket a également gagné Label. Et donc, c'était un temps très, très fort de la vie sportive. Et puis, puisqu'on parle de sport dans notre cité, on a une cité qui est très fortement référencée sur ses actions culturelles, sur ses valeurs culturelles,
sur son tissu, sur son événement culturel. Aujourd'hui, eh bien, le sport à La Rochelle devient aussi une forte valeur à côté des autres formes, bien évidemment, culturelles notamment, de valorisation de notre territoire. Alors on me dit souvent, il faut surtout arrêter l'attractivité de La Rochelle. Je ne vais pas dire qu'on n'y peut rien, mais on est en tout cas extrêmement heureux et fiers de voir que le sport rochelais, sous sa double forme, là c'est le sport de très haut niveau. Il n'y a pas longtemps, c'était la course à pied, c'était une magnifique épreuve où il y avait combien de participantes? Pour la sarabande, il y avait 3000 filles qui ont couru. Et le week-end dernier, on avait pour la première édition du HALF, le triathlon, qui a organisé une magnifique épreuve avec trois distances importantes et 1 km 900 en natation. Puis ils enchaînent avec 80 km de vélo et terminent par un semi-marathon. C'était la première édition et il y a eu une reconnaissance unanime, et notamment du président de la Ligue, pour dire tout le bien qu'il pensait des 500 bénévoles qui ont fait cet événement aussi. Ouais. Il faut sans cesse rappeler le rôle du bénévolat dans les clubs sportifs, comme dans l'action culturelle également, qui, grâce à eux, on peut organiser ces événements en toute sécurité. C'est quand même un élément important. Vous savez, quand on a vu la foule affluer, on a toujours un petit peu, alors à la fois une fierté de voir que la fête va fonctionner, mais un petit peu d'inquiétude en se disant, ben voilà, s'il y a un malaise, s'il y a quelque chose, et voilà. Et tout s'est magnifiquement déroulé grâce à l'état d'esprit qu'il y avait derrière le club. Voilà, chers collègues, nous aurons d'autres occasions, j'espère, de pouvoir les fêter, les recevoir. On l'avait fait, malheureusement, c'était pendant la pandémie, mais je pense que, en tout cas, la ville et l'agglomération, parce que je veux absolument associer la communauté d'agglomération, eh bien, on saura les recevoir. Mais maintenant, on va les laisser préparer plus tranquillement. D'abord, savoir la fin du top 14, et puis ensuite, j'espère, les barrages et les demi-finales. Voilà, chers collègues. Alors, je vais donner, je ne l'ai pas encore fait, les secrétaires de séance. Elabès Sebar, si tu acceptes d'être secrétaire de séance avec Chantal Murat. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la liste des absents et des excusés. Alors, Jean-Marc Soubest est absent, ce qui nous pose un petit problème, puisqu'il avait des pouvoirs de Madame Marielle et Madame Guijard, dont leurs rangs sont vides ce soir. Et Monsieur Pasquier avait également adressé un pouvoir. Madame Bordevoman a donné pouvoir à Tiffany Vrignot. Monsieur Gauvin a donné pouvoir à Monsieur Tougeron. Madame Nevers a donné pouvoir à Michel Quillot. Jean-Philippe Plaise a donné pouvoir à Monsieur le maire. Madame Jay a donné pouvoir à Thibaut Guiraud. Marie-Lise Fleuret-Pagnou m'a donné pouvoir également. On est dans une période où on peut avoir 2 pouvoirs. Hein. On est encore en dispositif. Merci de me le confirmer. Monsieur Sabatier a donné pouvoir à Martine Madeleine. Voilà. Que je vois sur le côté. Madame Brossard, José Brossard, a donné pouvoir à Eugénie Tête-Noire, vous avez son pouvoir. Et puis, Gwendoline a donné pouvoir à Michel Quillot, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, je dois rendre compte des décisions prises par les collègues au titre de leur délégation, compte rendu des décisions prises par les maires, mais c'est surtout les adjoints. Monsieur Guégaud a pris des décisions relatives au marché estival place du commandant de la Motte Rouge pour une occupation du domaine public. Il a également fait cela pour la place du commandant de la Motte Rouge à la société autour de la ville SARL. Place du commandant de la Motte Rouge, Madame Dédé. Je crois qu'on n'a pas le droit de donner les noms, mais on peut donner les noms d'entreprises que ça en est, qui en sont. Madame WD, je ne sais pas ce que ça veut dire. Place de la Motte Rouge, Madame Dédé, MAE, MAG. Alors je pense que ça, c'est toutes les cabines, Dominique, qui sont les cabanes dans lesquelles il y a des exploitants pendant l'été. MIH, MMM, MBR, voilà. Ensuite, au titre de la médiathèque, Dominique a fait des dépôts d'œuvres de CNAREP au sein des médiathèques, des contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre pour un parking extérieur de la place de Verdun, une indemnité immédiate, des actions Prestige Auto-Rochelet contre commune de La Rochelle, autorisation de défendre, permis de construire rue de Verlaine, autorisation de défendre. Monsieur Thibaut Guiraud a lui
demander des subventions, comme c'est son rôle, et on espère qu'il le fait bien, j'ai aucune inquiétude. Prévention et réduction des risques en milieu festif, c'est le cas de le dire, 1000 DK. Agence régionale de santé, des demandes de subventions, atelier centre-ville auprès de l'État, conseil local de santé mentale, des demandes de subventions auprès de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, médiation de santé à Villeneuve-les-Salines, toujours pour l'ARS, médiation en santé Villeneuve, Mireuil et Portneuf, des subventions auprès de l'État, et cette fois-ci auprès de la CDA de La Rochelle. Programme d'éducation à la santé, des demandes de subventions dans les écoles élémentaires rochelaises auprès de l'Agence régionale de santé, une demande de subvention au titre des papilles risques littoraux auprès de la CDA de La Rochelle. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les questions relatives au compte-rendu que je devais faire. Merci. Et nous allons maintenant rentrer, Martine Madeleine, par une demande de prolongation du projet éducatif local pour synchronisation avec la Convention de territoire global qui est portée, elle, par la communauté d'agglomération. Daniel a un mot. Qu'on Bien sûr. commence le conseil, signaler qu'il y a la collecte de la banque alimentaire le week-end qui vient et donc on a besoin que les gens puissent participer. Voilà, vous me l'en aviez parlé, j'avais prévu de le faire à la fin, Ah bon, mais comme je ne l'ai pas fait, vous allez le redire une deuxième fois pour que tout le monde entende bien. Oui, donc ce week-end a lieu la collecte pour la banque alimentaire. Donc, on a besoin de vous, de votre soutien et de votre participation. Alors, ou comme bénévole, ou au moins pour donner pour la banque alimentaire, parce qu'on en a vraiment besoin. Merci. Ce message va donc être diffusé. Il faudra le mettre en place également sur le site internet de la ville, La Rochelle Ensemble, et sur tous nos supports de communication. Et Martine, je vous repasse la parole pour le transfert de ce qui était géré avec l'État au plan éducatif local. Et on va travailler maintenant à une échelle plus large parce que c'est ainsi que l'État souhaite le faire. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, à l'échelle de la CDA. En fait, je vous sollicite au sujet d'une demande de prolongation du projet éducatif local pour en fait le synchroniser avec la Convention territoriale globale, la CTG, que nous allons mettre en place. Je m'explique. Donc, le PEL était en cours pour la période de 2019 à 2022. Et en fait, le programme de CTG doit se mettre en place, lui, pour la période 2023-2027, ce qui nous faisait une année de battement où on aurait dû remettre en place un autre projet éducatif local. Le projet éducatif local, pour rappel, c'est l'engagement des élus dans le domaine éducatif, un certain nombre de priorités qui sont définies, des valeurs, pour ce qui était le territoire au départ de notre commune. Donc ça nécessite bien sûr de mettre en place toute une série d'analyses, jeunesse, etc., qui auraient donné lieu en fait à une analyse pour une seule année. Donc ce que nous vous proposons, c'est de synchroniser le renouvellement de ce PEL en le prolongeant d'une année avec la démarche de convention territoriale globale pour la période donc 2023-2027. Celle-ci permettra d'ailleurs de bénéficier des financements de la CAF sur les mêmes échéances dans le cadre de la Convention territoriale globale. Je reviendrai vers vous d'ailleurs pour ce projet, mais là, il s'agit juste en fait de signaler une prolongation d'un an de ce projet pour simplifier le travail d'analyse qui est nécessaire. Merci beaucoup Martine. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou des interventions? Je n'en vois pas. Je vais mettre au vote cette prolongation. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Elle est donc adoptée. Merci. Toujours Martine, enfance, répartition des subventions de fonctionnement. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal de proposer au versement des subventions 2022 au titre donc de l'enfance, de l'éducation et de la petite enfance. Et un petit peu de façon particulière, d'un premier acompte de 70% de la subvention 2022 au multi-accueil nommé l'île aux Bambins. Donc le solde sera versé sous réserve de l'obtention des justificatifs fournis dans le second semestre. Donc nous avons ici plusieurs subventions.
Une subvention qui serait adressée, on en a déjà voté une l'an passé, à l'association UNICEF pour la somme de 1 000 €, à l'association Enfance et Familles d'Adoption pour la somme la même que 2021 de 250 €, à l'association d'éducation populaire de la Jeunette qui met en place un certain nombre de séjours à destination des enfants, la somme de 11 465 €, à l'association Les Francas, qui est bien connue dans le domaine de l'éducation populaire, qui a un certain nombre de formations d'ailleurs dans ce domaine, la somme de 3 610 €, au comité de parrainage 17, la somme de 380 €. Je précise que l'an dernier, nous n'avions pas procédé pour cette association à cette subvention puisqu'il n'y avait pas eu d'activité. Donc voilà pour l'enfance. Pour l'éducation maintenant. Pour l'association pour la sauvegarde et la rééducation, la somme de 8 000 €. Pour l'Union DDEN de Charente-Maritime, la somme de 150 €. Pour la Ligue de l'enseignement 17, la somme de 1 100 €. Pour l'OCCE, qui fournit un certain nombre d'actions de coordination, de projets, d'écriture et qui œuvre, disons, dans le domaine de l'éducation. Pour la partie REP, la somme de 3 600 €. Et pour la partie REP+, la somme de 4 600 €. Enfin, comme je l'ai déjà précisé, pour l'association d'accueil des enfants et des parents qui s'appelle La Marelle, la somme de 7 000 € pour donc ce versement 2022. Enfin, pour terminer, pour la partie petite enfance, pour le multi-accueil L'Île aux Bambins, c'est-à-dire qui est au centre social Tadon-Bongraine, les Minimes, un versement qui correspond donc à ces 70% pour l'année 2022, solde à verser au second semestre, la somme de 40 950 €. Donc, il vous est proposé d'adresser à Monsieur le maire ces conventions ou abements correspondant aux sommes conclues pour l'année 2022. Merci. Jamila. Alors, je vais faire deux petites précisions en ce qui concerne la petite enfance. Déjà, La Marelle est une nouvelle association qui s'occupe de la parentalité, qu'on a mis en place, qui a commencé à faire des ateliers à partir du mois de janvier de cette année. Elle est située au niveau des Minimes, au niveau du RAM Sud. Donc voilà, une nouvelle association. Et je vais préciser tout de même les chiffres parce que ça peut un peu paraître bizarre d'accorder 40 950 € de subvention comparé à l'année dernière, alors qui correspond aux 70%. En fait, il y avait eu l'année dernière un socle sur cette association puisque il y avait une modification en fait du nombre de places. Donc, on avait un socle de 140 000 € et un maximum de 165 000 € pour toute l'année, chose qu'on a accordée. Monsieur Thomasin, le directeur du centre social, nous a dit qu'en fait, il avait eu un excédent de 80 000 € sur ses comptes de cette crèche. Donc, finalement, il nous les a retranchés sur les besoins. Il a exprimé les besoins aussi à moindres. Donc, il n'a pas besoin de 165 000 €, mais de 140 000 €. Donc, on a tout retranché en accord avec lui. Finalement, les besoins pour l'année 2022 sont évalués à 58 000, 59 000 €. Voilà. Et du coup, 70% de 59 000 € correspond à 40 000 €. Il est soucieux, effectivement, et très, très honnête par rapport à ne pas faire des cumuls de fonds de réserve et à bien utiliser l'argent public. C'est tout à l'honneur de Monsieur Thomasin, le directeur du centre social. Merci beaucoup de l'avoir rappelé et précisé. Et effectivement, c'est tout à son honneur et à celle du centre social. Des questions particulières, chers collègues? Je n'en vois pas, donc je vais mettre au vote qui souhaite s'abstenir, qui souhaite voter contre. Donc ces subventions seront donc attribuées et versées prochainement. Catherine Benguigui, nous passons à la culture. Oui, bonsoir Monsieur le maire, chers collègues. Donc nous en sommes à la deuxième série de cette délibération par rapport aux subventions culturelles, sachant que la troisième série aura lieu au mois de juin.
On a beaucoup d'associations qui sont concernées. Je vais vous donner quelques éléments. Je ne vais pas reprendre toute la délibération parce que ça serait très très long, mais quelques éléments qui me semblent importants de souligner. D'une part, que par rapport à 2020, qui est une année un peu de référence, 21 ayant été très particulière par rapport à ce fonds Covid qu'on avait mis en place, vous dire que on a une augmentation de 10 500 € en direction des artistes locaux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous dire qu'on a souhaité soutenir un petit peu plus, je vous donne quelques exemples, en particulier le Printemps Fleuriot, ce que nous avons fait connaissant leur projet, et on a pu constater que le projet a été très très réussi, avec énormément de monde, avec une démocratisation de l'art contemporain et dans la rue et dans les galeries et au niveau du musée du Nouveau Monde, ce qui nous permet d'avoir eu raison de les accompagner dans la mesure où ils sont un collectif et que l'accompagnement collectif me semble important. Vous signifiez également que pour votre gouverne qu'on a de nouveaux artistes émergents à La Rochelle, en particulier 2 compagnies de danse, et ça c'est une bonne chose. Petit à petit, ça se renouvelle et ça continue à se renouveler. Sur la danse contemporaine, on a de nouveaux artistes que nous suivons avec attention. Vous dire également, par rapport à ce que nous avons promis, que nous faisons une première distribution de subventions aux francopholies, c'est-à-dire les 50% de leurs subventions, sachant que nous sommes engagés à faire une convention d'objectifs que nous vous présenterons, qui n'est pas encore tout à fait prête. Donc, nous vous présenterons au prochain conseil municipal avec une délibération spécifique comme ce que vous aviez souhaité. Donc, vous aurez tout ça au prochain conseil municipal. Mais au niveau de ce conseil-là, c'était important qu'il puisse avoir déjà des sommes, puisque la manifestation va bientôt arriver. Autre chose encore, j'ai entendu la fois dernière, je ne sais plus qui avait dit, ah quand même c'est dommage, c'est le 50e anniversaire du festival du film, Festival international du film, pourquoi vous donnez rien, etc. Donc on y a réfléchi, on a regardé, on a soupesé nos demandes, notre offre, etc. Et finalement, on va leur donner 3 000 € complémentaires cette année pour fêter leur anniversaire. Donc ça, je voulais le souligner également. Et puis, puisqu'on a un petit peu de temps, vous dire que vous m'avez souvent interpellé sur un petit peu les critères d'attribution de subventions. Je ne vais pas vous les donner très précisément, mais vous dire d'une part qu'on dissocie les opérateurs structurants, en particulier les gros labels et les grands festivals, dans la mesure où il y a des pluripartenariats, pluriannuels parfois, et que les discussions se font au sein de comités de tutelle, donc et qui sont aussi des choses qui sont décidées vraiment entre l'État, la région, la ville, etc. Donc c'est pas une mécanique voilà, ça ne peut pas répondre à une mécanique spécifique. Et les autres, pour les autres associations, en général, ce qu'on regarde en particulier, c'est d'abord est-ce qu'ils sont employeurs ou pas. Ça, c'est un critère. Ensuite, la temporalité des actions. Combien d'actions on fait, à quel moment de l'année, la fréquentation, etc. Ensuite, la géographie des actions. Est-ce que ça concerne les quartiers, la ville ou qu'un seul public spécifique? Ça, c'est important. Ensuite, y a-t-il des implications d'artistes, et notamment d'artistes rochelais? Ça, c'est aussi un critère. Ensuite, il y a des sujets strictement financiers par rapport à des questions qu'on se pose sur des plafonds de trésorerie, est-ce qu'ils ont vraiment besoin ou pas, des choses dans ce sens-là, par rapport aux finances. Elle en a parlé tout à l'heure, tu en as parlé tout à l'heure par rapport à des associations qui considèrent qu'à un moment donné, ils ont peut-être des réserves qui font qu'ils ne sont pas enclins à demander des grosses sommes s'ils peuvent prendre dans leur fonds de réserve, sachant que voilà, c'est une bonne gestion des fonds publics. Ensuite, ce dont je vous parlais tout à l'heure, auquel je tiens, c'est la valorisation de la dimension collective des projets culturels. Ça, c'est important. Comment on travaille ensemble, comment on mutualise un certain nombre de choses, comment on crée de la synergie. Ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte souvent chez les plasticiens, puisque, comme vous avez vu,
Au niveau du Printemps Fleuriot, c'est un collectif. Au niveau d'Essence Carbone, là où il y a plusieurs artistes qui sont installés à Marius-Lacroix, c'est un collectif également. Ça, c'est un critère. Et après, on a des critères qui diffèrent en fonction des parcours, en fait, des compagnies et des parcours des artistes. On va avoir des compagnies qui sont émergentes, qui commencent juste, donc qui n'ont pas beaucoup de dates, qui n'ont pas fait leurs preuves, etc. Il y en a d'autres qui sont implantés, mais qui ont qui sont locaux ou régionaux. Et puis après, il y a ceux qui sont beaucoup plus confirmés et qui ont des multifinancements, où là, on va regarder les choses différemment, en essayant d'être juste en fonction des parcours des uns et des autres. C'est-à-dire que c'est pas ça me plaît, donc non. C'est vraiment à regarder quel est le parcours artistique et quel est le parcours de vie de ces compagnies. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est beaucoup de travail, mais que c'est passionnant. Passionnant d'aller voir ce qu'ils font, ce que j'essaye de faire le plus possible, c'est-à-dire de ne jamais donner une subvention sans avoir vu le travail. Et quand vous savez qu'il y a à peu près une centaine de demandes chaque année, ça veut dire qu'on ne va pas voir tous les ans tout, mais qu'il y a quand même, on fait très attention, autant au niveau du service culturel que moi-même en tant qu'élu, de savoir de quoi on parle. Voilà, donc, mais c'est passionnant. Et puis voilà, et cette délibération vous est proposée en accord avec la commission compétente pour attribuer ces subventions au titre du fonctionnement régulier ou exceptionnel et d'autoriser la signature. Oui, parce qu'on doit faire une première convention pour la signature de la convention Francophonie, c'est une signature uniquement financière. On fera la signature de la convention d'objectifs la fois prochaine. Et puis des avenants à la convention avec le Festival de La Rochelle Cinéma, le Centre socioculturel de Pertuis et le collectif des associations de Villeneuve-les-Salines, si annexé. Voilà, j'ai tout dit. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Je n'en vois pas, c'est donc que vous avez convaincu l'Assemblée. Je vais mettre au vote. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Ces délibérations sont donc adoptées. Merci beaucoup. Je vous remercie. On reste dans le champ culturel. Anna-Maria Spano, vous allez nous parler des tarifs des musées 2022. Merci, Monsieur le maire. En fait, il est proposé au Conseil municipal, dans la continuité de l'harmonisation des pratiques des musées, d'améliorer la lisibilité et l'offre pour les visiteurs. Donc, après avoir harmonisé les horaires, on va procéder à une harmonisation des tarifs. Les tarifications du Muséum d'histoire naturelle et Musée du Nouveau Monde sont similaires, mais on avait donc une grande différence avec les musées maritimes et ces tarifs. Et le travail, ça a été de faire converger tous les tarifs, parce qu'en plus, le musée maritime, il est ouvert à l'année depuis que l'exposition Climat-Océan a été ouverte. Et donc, il faut fidéliser les publics et attirer de nouveaux visiteurs et donner une visibilité globale des trois musées. Et puis, ça sera aussi les musées des Beaux-Arts quand il sera ouvert. Il y a eu un grand travail parce qu'en même temps, il fallait considérer une stabilité des recettes globales. Donc, on a la proposition qui a été adoptée est celle d'appliquer pour chaque établissement un droit d'entrée adulte à 8 € avec un tarif réduit à 6 €. La gratuité aux moins de 18 ans et aux étudiants de moins de 26 ans, chose qui était déjà appliquée pour les musées Rome et les musées du Nouveau Monde, qui sont des musées de France. Et on va donc conserver la grille tarifaire de gratuité pour certaines catégories et on va revaloriser à la hausse plusieurs typologies de billets dont les passes intermusées. Alors, il faut savoir qu'au musée maritime, l'entrée était avant de 9 €, pas 9 €, elle était
beaucoup plus cher, c'est-à-dire 9 € et réduit, c'était 6,50 €. Donc, on va aussi proposer de créer un tarif tribu dédié aux familles en intégrant un support de visite. Et les prestations comme les visites guidées, ateliers, événements de type nocturne sont également harmonisées et revalorisées. En ce qui concerne les publics scolaires et les centres de loisirs, on a harmonisé car le musée des maritimes était plus cher. On va généraliser la gratuité du droit d'entrée à l'ensemble des musées. L'offre d'action culturelle reste gratuite pour les établissements rochelais, mais devient payante dans tous les musées pour les établissements de la communauté d'agglomération hors La Rochelle et hors CDA. Une tarification au forfait et non plus à l'élève permettra une meilleure lisibilité pour les enseignants et une simplification comptable. La gratuité reste assurée pour l'ensemble des établissements fréquentant les musées dans le cadre d'un projet pédagogique à l'année. Donc, à résumer, la nouvelle tarification soumise à l'approbation du conseil municipal est la suivante. Droit d'entrée gratuit pour les publics scolaires et périscolaires. Prestations gratuites, visites guidées, ateliers, etc. Mobilisant un médiateur pour les établissements de La Rochelle. Forfait de 30 € pour les établissements de la CDA hors La Rochelle et 40 € pour ces hors CDA pour les prestations, visites guidées, ateliers, etc. Mobilisant un médiateur. Un forfait de 10 € pour les établissements de la CDA hors La Rochelle et de 15 € pour ces hors CDA pour la location du kit pédagogique. Autre activité des musées, c'est location et des espaces et puis les boutiques. Et dans ces cadres, plusieurs espaces peuvent faire l'objet de location. Et la grille tarifaire ci-jointe présente la réévaluation de certains tarifs ces tarifs ils ont été valorisés et harmonisés dans leur présentation. Enfin, la nouvelle tarification des produits des boutiques du musée, du Nouveau Monde et du Muséum est soumise à l'approbation du conseil municipal. Donc, il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs applicables pour chacun des musées municipaux à compter du 1er septembre 2022, donc comme les Suisses dans les tableaux. Je vous remercie. Merci Anna-Maria. Donc, une proposition d'homogénéisation et de cohérence entre tous les musées. Des questions particulières? Oui, Aya Kofi, je vous en prie. Bonsoir à tous. Moi, je voulais tout simplement profiter de l'occasion pour saluer cette décision qui consiste à permettre à des enfants rochelais, à des jeunes rochelais de pouvoir bénéficier de nos musées dans le cadre de sorties scolaires, surtout en cette période de pouvoir d'achat un peu limité. Donc, je voulais vraiment le souligner parce que nombreux seront nos enfants qui pourront profiter de cette décision que la municipalité vient de prendre. Merci beaucoup, chers collègues. Une question particulière, on avait eu l'expo Douaneau au musée maritime l'an dernier, et cette année, c'est une nouvelle expo que vous nous proposez avec le photographe Yann Arthus Bertrand. Hein. Un autre photographe, donc Yann Arthus Bertrand, il est connu pour faire des photos aériennes, et l'autre photographe, Jerry, je crois qu'il s'appelle, ça m'échappe, mais c'est pas grave, lui, il expose des photos sous l'eau. Tout ça en dénonçant quand même, par exemple, on peut voir une tortue dans un filet de pêcheur ou un poisson dans une boîte de sardines, voilà, sous l'eau. Donc, on dénonce aussi la pollution et les dangers. Voilà. Donc, elle est ouverte et puis l'inauguration sera plus tard, mais elle est déjà ouverte depuis ce week-end. Merci. Et je veux, puisqu'on y est, vous rappeler que le week-end prochain, nous avons les rendez-vous au jardin. Ne ratez pas ça, des jardins privés et publics qui sont ouverts, mais surtout les privés parce qu'ils ne sont pas souvent ouverts, donc à visiter. Merci Anna-Maria. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais me mettre aux voix. Qui souhaitent s'abstenir?
qui souhaite voter contre. Donc cette délibération sur les tarifs du musée est donc adoptée. Olivier Prantou, vous avez 2 délibérations à nous présenter. Une des premières, c'est la convention avec l'agglomération. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Oui, je vais tout d'abord vous parler de convention de reversement du montant des FPS à la communauté d'agglomération. Pour rappel, depuis la loi MAPTAM et les décrets et arrêtés qui ont suivi, les bons vieux PV sont désormais remplacés par des redevances de stationnement qui, lorsqu'elles ne sont pas acquittées, amènent au paiement d'un forfait post-stationnement. Et le but de cette source de financement complémentaire, c'est de financer, éventuellement avec nos partenaires de l'agglomération, dans une compétence partagée, des actions de mobilité. Ces actions de mobilité, en fait, vous avez en annexe dans la Cabox une liste des dépenses qui ont été financées par le complément des FPS, et vous verrez qu'en fait la somme des dépenses liées au système des FPS et des actions de mobilité dépasse largement le montant collecté. Donc lequel montant collecté pour avoir les chiffres. Voilà, on a collecté au titre des FPS 1 129 000 euros et nous avons dépensé 2 023 000 euros au titre des mobilités, ce qui nous amène à une surdépense par rapport à ce montant, évidemment, de 893 905 euros. À ce titre, en fait, il est donc proposé que dans le cadre de la convention que nous devons préparer chaque année avec la communauté d'agglomération, à ce qu'il n'y ait pas de reversement, et que le produit des FPS soit conservé à la ville pour financer ces actions. Il est donc demandé, évidemment, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de répartition actant cette absence de reversement si annexée. Merci beaucoup. Je pense que les autres communes de l'agglomération concernées, notamment Châtelaillon, seront dans la même disposition. Voilà, pas de questions particulières. Je mets au vote. Qui souhaite s'abstenir ? Qui souhaite voter contre, cette délibération est adoptée. La délibération suivante n'est pas une délibération, c'est une information que vous allez nous donner sur justement les FPS et les recours qui sont faits. Voilà, donc le nom n'est pas très joli, c'est vrai, les rapports, les recours administratifs préalables obligatoires, autrement dit la contestation de ces FPS. Donc on a cette possibilité, ce devoir d'information. Donc vous avez un certain nombre de statistiques qui vous sont fournies dans la Cabox et en annexe, pardon, pour les personnes qui ne connaissent pas la Cabox, quelques chiffres, quelques grands chiffres, simplement au titre de 2021. Donc on a 838 recours sur 50 704 FPS qui ont été émis, donc soit 1,65%. C'est un chiffre en fait qui varie en fonction des années. Il était au tout début de l'ordre de 3%. Il s'est tassé par une meilleure connaissance des usagers des dispositifs. 1,50, 1,37, 1,65% cette année. C'est à peu près constant. Une information qualitative sur le sujet, la plupart du temps, les recours admissibles en fait relèvent d'erreurs de saisie de la plaque d'immatriculation sur les horodateurs, ce qui amène à ce que lorsqu'au moment où le contrôle est fait, en fait, la plaque n'est pas connue dans le système comme ayant acquitté sa redevance de stationnement. Quelquefois un peu plus réduite, ça peut être des problèmes de lecture par les périphériques, les PDA qu'on utilise pour lire les plaques. Si la plaque est sale, par exemple, ça peut arriver. Mais vous voyez, cet ordre de grandeur, c'est environ c'est 500 et quelques sur les 838 recours qui sont traités. Voilà. Si vous avez des questions, merci. Alors là, il n'y aura pas de vote, mais ceci dit, chers collègues, si vous souhaitez vous exprimer, vous êtes bienvenus. Je vous en prie. À Capella. Oui, c'est pas une question, c'est juste une information. Alors, comment dirais-je, factuelle ou non factuelle, j'en ai une de factuelle. Il semblerait que notre police actuellement est un peu chaud bouillante. Il y a des PV dans des zones hors intramuros, il y a des PV en surnombre, sur des personnes, une personne de 90 ans qui était en warning pour faire descendre son épouse avec son prix 110 euros. Voilà, je voulais savoir, je m'adresse juste à l'élu en question, voilà, pour voir si il n'y aurait pas moyen
de calmer un peu le jeu si vous avez ces informations-là, parce qu'on a plusieurs remontées. Et moi, j'ai 2 PV en photo. Voilà, c'est pas. Alors, c'est pas. J'attends pas vraiment de réponse. C'est une information que je vous fais remonter. Ils sont un peu chou bouillants sur des PV où c'est très limite, quoi. Alors, je pense connaître également le sujet que vous évoquez, parce que la personne m'avait rencontré. Je crois que vous l'avez. Ah, c'est pas la même personne? D'accord, parce que j'avais une personne fatiguée qui avait souhaité se garer et qui a eu. D'accord. En tout cas, c'est une question plus générale qui est posée. Si on sort du cas particulier, est-ce qu'il y a des instructions particulières? Je vais vite passer au rouge. Non, il n'y a pas d'instruction de sévérité particulière. Il y a par contre des instructions de respect du code de la route et des arrêtés. Alors tout particulièrement sur les espaces piétons et les espaces cyclables. C'est vrai qu'il y a, pour le coup, je ne sais pas si auparavant il y avait un laxisme particulier, mais une application en hypercentre notamment, de manière à ce que les voitures n'occupent pas des espaces qui sont vraiment dévolus aux piétons. Pour le coup, du reste, ça arrive à l'échelle d'une ville, je pense, 1 à 2 fois par mois, peut-être même plus, qu'effectivement, il y a des situations particulières qui, bien évidemment, et c'est à ça que sert le rapport, encore une fois, hein, c'est très inélégant comme mot, ça sonne parce qu'on est obligé de donner un nom à une procédure administrative, mais moi, je lis une à une les réponses qui sont apportées, qui sont préparées par les agents de la direction du stationnement. Et quand il s'agit de FPS, donc de forfait post-stationnement, on avait donc cette situation il y a quelque temps d'une personne, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, fatiguée, dont le temps de dresser le PV, cette personne, elle s'était mise en situation de repos, on ne la voyait pas forcément immédiatement. Après, on a une seconde situation qui relève du pénal, c'est-à-dire que là, on est sur la redevance non payée quand c'est des FPS. Quand on est sur du pénal, 2 choses. La première, c'est que ça peut être la police nationale, ça peut être la police municipale, ça peut être les ASVP. Donc dans ce cas-là, en fait, quand on est sur du pénal, on est sur du stationnement gênant ou dangereux. Le contrôle et en fait le retour sur la verbalisation, il est un petit peu plus complexe parce qu'il n'est pas juste administratif au niveau de la ville, il faut saisir l'OMP, mais on a des relations très saines et très fluides avec le commissariat sur le sujet pour que lorsqu'on a des situations qui sont identifiées, on s'en occupe. Je vois que vous avez tout demandé. Je vous en prie. Oui, merci, Monsieur Prantou, de votre réponse précise. Mais avant toutes ces procédures, je pense qu'il serait quand même bon de rappeler et de faire preuve un peu d'intelligence de situation dans ces cas-là, parce qu'après, c'était très compliqué d'avoir recours à comment dirais-je, pour faire sauter son amende. Je pense qu'en amont, il y a un peu d'intelligence de situation, parce que les 3 cas qu'on a, c'est vraiment c'est très, très, très limite. Nous y veillerons. Néanmoins, si on a 3 ou 4 cas à hauteur de 50 000 par an, effectivement, on est malheureusement dans le biais statistique sur lequel il faut toujours veiller à ce que ça se produise le moins possible, mais qui n'est pas une statistique très importante. Tiré de la bonne foi de l'usager, il y a eu 59 cas qui ont été des issues favorables. Voilà, chers collègues, il n'y a pas de vote sur ce rapport, simplement, nous prenons acte que ce rapport a été présenté. Merci, Monsieur Prantou. Thibault, vous avez des admissions en non-valeur et des créances éteintes. Oui, bonsoir à tous. Monsieur le maire, chers collègues, 2 fois par an, sur proposition du comptable public, qui a la responsabilité du recouvrement suite à l'émission des types de recettes qui émanent de la direction des finances, eh bien, il nous propose de stopper le recouvrement sur des créances irrecouvrables. Donc, sur la période de 2015 à 2021, il est proposé d'admettre en non-valeur la somme de 46 146 € et de prendre acte des créances éteintes pour un montant de 4 991 €. Dans la délibération, vous avez le détail avec une présentation de ces recettes irrecouvrables, donc sont présentées par nature. Donc très rapidement, sur la restauration scolaire, c'est 21 418 € que le comptable public nous demande d'admettre en non-valeur, donc pour des personnes qui ne peuvent pas payer les tickets restaurants. Sur l'eau potable, ce sont des vieilles factures qui datent de l'époque où il y avait, avant le transfert de compétences à l'agglomération. On n'aura plus ce genre de situation. Exactement, donc c'est une manière de... Voilà, on efface.
Sur la crèche, 648 €. Sur les droits des terrasses, 1335 €. Produits divers, 2510 €. En fait, c'est le cumul de petites recettes dans lequel on a mis ce compte. Et puis sur les créances éteintes, 4 991 €. Donc pour les particuliers, sont ceux qui sont en situation de surendettement. Et puis pour les professionnels, ce sont les sociétés qui sont en liquidation judiciaire. Voilà. Donc ce sont les admissions en non-valeur, les créances à éteindre. Merci proposées. beaucoup. Des questions particulières? Je n'en vois pas. Qui souhaite s'abstenir, qui souhaite voter contre, c'est donc adopté. Nous avons maintenant un projet de conventionnement pour le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Oui, en effet, la ville et la CDA agissent depuis plusieurs années en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, ce qui nous permet de respecter l'obligation légale d'emploi des travailleurs handicapés. Pour rappel, le taux obligatoire, c'est 6% de notre personnel qui doit être en situation de handicap. En dessous de ce seuil, on a des pénalités financières. À titre d'information, en 2020, sur 1370 équivalents temps plein, nous avions 130 personnes qui étaient reconnues comme travailleurs handicapés. Donc on a un taux qui est plutôt bon, 9,46%. Mais malgré tout, on va essayer d'aller encore plus loin. Et c'est pour ça qu'on a saisi le fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique. Et au lieu d'être, comme dans les précédentes années, dans un mode de guichet, on a envie d'embaucher et puis donnez-nous de l'argent pour embaucher. Là, on a fait dans un sens inverse, on renverse le paradigme, on est dans une approche partenariale. Donc on leur demande de fixer avec nous dans la convention un plan d'action avec des objectifs et ils nous préfinancent et on utilise cet argent donc pour encore plus sensibiliser, embaucher des personnes handicapées et les maintenir dans l'emploi. Donc on a été auditionné, on a eu un avis favorable de ce fonds qui abonde à hauteur de 499 000 €. Ça sera versé sur le compte de l'agglomération et ça sera après redistribué entre la ville et l'agglo au prorata du nombre de personnes handicapées. Donc voilà, notre objectif c'est de passer de 9 à 10,5% sur les prochaines années. Voilà, c'est vraiment une convention qui nous permet de booster notre politique de recrutement de personnes handicapées. Voilà, à la fin de la convention, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez 3 grands axes sur lesquels il me semblait intéressant de s'arrêter. Sur les 500 000 €, on a 200 000 € sur le recrutement des travailleurs en situation de handicap, 200 000 € sur le maintien dans l'emploi. En fait, c'est tout ce qui va nous permettre d'acheter du matériel et aménager le poste. Et surtout, j'attire votre attention sur la partie la plus importante, c'est la formation des agents et des tuteurs en relation avec ces travailleurs au quotidien. Voilà, donc il vous est proposé, monsieur le maire, de signer cette convention tripartite CDA, Fonds d'insertion pour les personnes handicapées et la ville de La Rochelle. Merci et je vous félicite pour cette initiative que vous prenez qui va au-delà des obligations réglementaires. Des questions particulières? Je n'en vois pas. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Cette délibération est donc adoptée. Il nous reste une dernière délibération, Madame Léonidas. Il y a au sein de la Régie du port de plaisance des représentants du conseil municipal dans sa diversité. Vous voulez nous proposer une évolution de sa composition? Oui, une évolution de sa proposition. Madame Vrignot, le 26 avril 2022, a fait part de ses difficultés pour assister aux réunions du conseil d'administration. Et donc, elle a proposé sa démission. Et il est proposé au conseil municipal de procéder à son remplacement. Et je crois que monsieur Jo Brochet s'est porté candidat pour remplacer Madame Vrignot, il me semble. Voilà, monsieur le maire. Merci, chers collègues. Alors, les règles sont simples. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il n'y ait pas de vote à bulletin secret? Personne ne demande. Il faut l'unanimité. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote à bulletin secret, eh bien, nous allons à ce moment-là procéder à un vote sur la proposition de monsieur Brochet. Qui est favorable? Chers collègues, vous faites l'unanimité. Donc, vous voilà maintenant siéger au sein du conseil de la régie du port de plaisance que vous connaissez bien. Et j'avais une demande de question qui avait été formulée. Je vais vous laisser évoquer cette question. Vous avez souhaité la poser au conseil municipal. On a terminé l'ordre du jour normal, donc si vous pouvez la poser maintenant, ce sera avec plaisir.
Je vous remercie, Monsieur le maire. Oui, l'équipe du Renouveau vous a interrogé sur la problématique de la sécurité dans la ville. Encore une fois, parce qu'il y a plusieurs concitoyens qui nous ont fait remonter leurs craintes, leurs peurs, que ce soit de jour comme de nuit, notamment des cas d'agression, pas forcément des femmes seules, mais des hommes. Et nous voulions savoir quelle chose allait être mise en place, notamment la nuit, au vu de la saison estivale qui arrive. Voilà. Merci, j'espère qu'il n'y a aucun lien avec l'actualité électorale sur ce type de questions. Hein. J'imagine pas que ce soit possible. Non, moi je suis très inquiète. Mais je vais pas vous cacher que j'ai même l'un de mes amis qui fait 1m90 et 100 kg, qui s'est fait tabasser en pleine nuit gratuitement. Donc moi-même, j'ai été au plus proche de quelqu'un qui s'est fait agresser. Et moi-même, j'ai la trouille, voilà, je ne vous le cacherai pas, et plein d'autres femmes, voilà. D'accord. Alors tout d'abord, sachez que c'est des sujets qu'on prend extrêmement au sérieux et pas d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire des politiques pour l'été qui arrive, il s'agit d'avoir des politiques qui s'inscrivent dans le long terme. Je vais faire un premier élément de réponse et Pascal, vous compléterez bien évidemment, de vous dire que pour nous, les questions de sécurité, de tranquillité se traitent à tous les niveaux. Se traitent tout d'abord au niveau de la prévention. Nous travaillons beaucoup sur ce aspect de prévention, notamment avec de multiples associations comme la LPMS, la LDEI, qui sont des associations extrêmement efficaces sur le terrain. En termes de chiffres, c'est compliqué parce que vous savez que la police ne diffuse plus de statistiques pour éviter des concours de toute nature, mais sachez qu'on a un niveau de coopération très élevé avec la police. Vous avez pu entendre il y a quelques mois l'intervention de Madame Akari. Les informations dont nous disposons, c'est qu'on est plutôt sur la zone de police, sur une baisse des faits constatés, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se produire, évidemment, qu'on a un certain nombre de dispositifs opérationnels, une excellente coopération qui est formalisée avec la police nationale, des moyens de communication, des moyens de co-intervention, des brigades mixtes notamment. Sur les effectifs, sur La Rochelle, avec des statistiques qui sont plutôt favorables sur le terrain de l'insécurité, ce qui veut donc dire que l'insécurité n'est pas, je dirais, à un niveau élevé. L'État a augmenté sur les 5 dernières années ses effectifs de 10%. Et dans le cadre du contrat de sécurité que nous avons signé avec l'État, l'État s'est engagé à remplacer systématiquement les départs à la retraite, les mutations, et de renforcer les effectifs si nécessaire lors des événements, notamment estivaux. Sur la ville, l'augmentation que nous avons faite depuis 2014 est très importante. On a augmenté les effectifs de 43%. Pour être précis, on est passé de 32 policiers à 46 et que la police municipale intervient maintenant la nuit. Sur la police municipale également, je te laisserai peut-être en parler sur le dispositif de photos et de caméras portées, sur également la mise en place de caméras, vous le savez parce qu'on a de nombreuses fois délibéré, il n'y en avait pas en 2014, en 2018 les 10 premières, on est aujourd'hui en 2022 à 50 caméras sur la ville et on va continuer d'équiper des zones de caméras. Là, ça nous paraît très sensible, je sais que les prochaines installations seront la plage de la concurrence, Mireuil va voir également l'arrivée de caméras. Villeneuve, on va doubler la surface ce qu'on appelle le CSU, c'est-à-dire le lieu où les caméras sont renvoyées pour qu'ils puissent avoir, ce sont des caméras avec surveillance permanente par un des agents de la police municipale et que la nuit, ces caméras sont basculées directement auprès de la police nationale. De dire également qu'en plus de la police, pour les libérer d'un certain nombre de charges, on a également recruté une police de l'environnement avec 4 gardes champêtres dont le statut est en train d'évoluer avec l'évolution de la loi. Vous voyez, ce sont des sujets qu'on prend extrêmement au sérieux. Vous savez, nous rentrons de Marseille. Quand vous voyez la situation là-bas, on est sur une autre planète. On est plutôt une ville tranquille, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Il faut toujours être extrêmement vigilant sur ces questions parce que la sécurité, la tranquillité, c'est une de nos responsabilités partagées avec l'État, qui est quand même le premier acteur dans ce domaine-là. En tout cas, sachez qu'on prend ces sujets pleinement à cœur. Je vous épargne
également toute la liste du matériel des véhicules dont on a noté nos agents. En tout cas, c'est un plan de renouvellement de 242 000 € qu'on a mis en œuvre également pour que notre police ait de bons moyens d'intervention. Sachez qu'on a confiance dans notre police municipale qui font ils font un très bon travail de terrain, ils connaissent bien notre ville. On a une ville à la taille humaine, donc on voit bien les lieux qui peuvent prêter à interrogation. Sachez aussi que le plus grand nombre d'interventions sont au centre-ville, liées parfois à des consommations d'alcool excessives qui génèrent des interventions, soit de la police municipale, soit de la police nationale, dès qu'on a des interventions plus difficiles, personnes armées d'un couteau. Moi, ce que je veux saluer aussi, c'est le fait que les différents sujets qu'on a eu à traiter ces derniers temps ont été résolus dans des périodes extrêmement courtes. Vous voyez, j'avais été saluer le commerçant qui a été agressé à la chope pour un vol dans un bureau de tabac. L'intervention des voisins, son sang-froid a fait que la personne a fui, a pu être très rapidement identifiée, arrêtée le jour même et déjà différée au tribunal. Donc vous voyez, entre le moment de l'agression et le moment où la justice est passée, on est sur un calendrier extrêmement court et c'est très important. On a eu d'autres faits plus graves qui ont été également élucidés sur La Rochelle. Je pense à des viols qui ont eu lieu sur un territoire sur lequel, je dirais, l'action conjointe nationale et municipale est plutôt d'un haut niveau, mais il faut garder une vigilance permanente sur tous ces sujets-là. Vous avez eu raison de le souligner. Pascal, peut-être un petit complément sur les dispositifs également de caméras dont sont munis les agents de la police municipale. Oui, donc ça fait l'objet aussi d'un article qui est paru dans Sud-Ouest aujourd'hui. Donc bon, caméras piétons qui effectivement sont effectifs depuis 2 mois maintenant. Une caméra par équipe de 2 ou 3 personnes. Et puis effectivement, caméras qui sont là plutôt pour faire la prévention et donc éviter les agressions verbales en particulier auprès des agents. Hein. A priori, après 2 mois d'expérience, c'est un système qui est très efficace puisque effectivement, à l'heure actuelle, les agents constatent effectivement qu'il y a beaucoup plus de retenue de la part des personnes qu'ils sont susceptibles de pouvoir contrôler ou avec qui ils ont effectivement un rapport. Voilà. Je ne sais pas si effectivement, j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup plus par rapport à ce que Monsieur le maire a dit parce que bon, voilà, l'exposé était très complet. Voilà. Très bien. Bon, puis un dernier mot sur ces sujets-là. Vous voyez cette photo, hein, 35 000 personnes sur le port. Et dedans, il y a forcément quelques personnes malveillantes, inévitablement. L'ensemble du dispositif de sécurité fait qu'on n'a pas d'agression. On a une fête qui s'est déroulée de manière bon enfant. Et je peux vous dire que quand vous êtes au cœur, j'étais au dispositif de sécurité, au démarrage de l'opération, quand on voit le professionnalisme de tous les acteurs. Un exemple, vous aviez hier un dispositif spécial à l'hôpital pour pouvoir prendre en charge un grand nombre de blessés si par malheur il y avait eu un véhicule et tout ça. Tout ça avait été anticipé avec un dispositif préparé par les urgences hospitalières pour être capable de faire face. Fort heureusement, on n'a pas eu besoin de le mettre en œuvre, mais je ne vais pas dire tous les cas de figure, ça ne serait pas possible de prévoir tous les cas de figure. Mais en tout cas, le plus grand nombre de cas de figure connus, on essaye de les anticiper quand il y a des foules considérables et des risques touchent à la sécurité. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé dans un certain nombre de villes dans lesquelles on a des interventions lourdes de la police avec gaz lacrymogène pour des rassemblements qui ont un peu dégénéré. Ici, grâce d'abord au Rochelet, c'est avant tout ça qu'il faut dire. Ça n'a pas dégénéré et on a pu maintenir un haut niveau de sécurité parce que beaucoup de cas de figure, vous avez pu noter la présence de la protection civile avec des tentes, mais d'autres dispositifs qui étaient moins visibles, mais qui étaient tout autant opérationnels pour faire face le cas échéant. Oui, je vous en prie. Oui, effectivement, les Rochelais ont véhiculé une image fantastique de notre ville, La Rochelle, que ce soit à Marseille comme sur le Vieux-Port. Mais on ne parle pas de cette sécurité-là, où effectivement, tout a été mis en œuvre pour la sécurité des personnes. Je ne voudrais pas stigmatiser les SDF, parce qu'il y a des accidents de la vie, et puis il y a aussi des toxicos. Et on doit
on doit protéger les premiers des seconds. Et aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que ça soit le cas. La nuit, c'est la faune. Et on aimerait bien avoir un plan précis. Qu'est-ce qui est prévu? Je sais que les associations font un travail remarquable. Je sais que chaque SDF du premier groupe, les accidents de la vie, sont tous répertoriés, sont tous, pardon, j'aime pas ce terme répertorié, mais ils sont tous connus, reconnus. Mais par contre, les seconds, on les maîtrise pas. Et on a le sentiment, c'est eux qui posent des problèmes. Enfin, vous avez parlé de viol tout à l'heure dans les parcs, vous avez parlé d'attaque de chiens. Aujourd'hui, c'est impossible de se balader avec son petit chien cour des dames. C'est pas possible. J'ai essayé. Avec le mien, j'ai arrêté. C'est pas possible. Et ça, on peut pas l'admettre. Je veux dire, La Rochelle, de la grosse horloge au cours des dames, c'est pas non plus la cour des miracles. Et là, c'est en train de le devenir, quoi. Il y a des positions couchées, il y a ces meutes de chiens et c'est pas tolérable. Voilà. Alors encore une fois, on lance la pierre à personne, hein, mais il faut vraiment qu'on se préoccupe de ce second groupe de SDF. Les premiers, je sais qu'ils sont pris en compte, je sais qu'ils sont pris en charge, et je salue encore le travail remarquable des associations dans ce domaine, de certains élus aussi. Mais voilà, les seconds, faut vraiment s'en occuper. Ce sont des toxicos, ils sont armés, ils ont de la drogue. Voilà. Aujourd'hui, on est inquiet par rapport à ce second groupe. Alors là, vous posez une question plus précise que la question générale. Alors d'abord, il faut savoir, je me suis renseigné auprès des collègues de l'ouest de la France. L'ouest de la France fait aujourd'hui l'objet d'un afflux de SDF qui viennent. J'étais dans les rues de Bordeaux l'autre jour, j'ai pu le constater. Et donc, on a plus de monde qui vient, avec pas mal de gens qui ont parfois des maladies mentales. Je veux passer la parole à Michel Quillot, qui connaît très bien ce genre de sujet. Il faut trouver ce chemin d'équilibre entre une ville humaine, ce qui est notre cas, et puis l'accueil et de permettre la tranquillité. On a été, entre guillemets, saisis par les commerçants de la rue du Minage qui disaient trop, c'est trop, et je le comprends. La police municipale a agi, on a amélioré la situation, mais parfois on ne fait que déplacer la situation. Michel, si tu veux faire un petit complément sur le dossier plus spécifique des SDF. Oui, tout à fait. Je voulais dire d'abord, nous étions en train de faire un diagnostic sur l'errance à La Rochelle, qui est un diagnostic, je dirais peut-être le premier en Nouvelle-Aquitaine, on se permet face à La Rochelle, avec un diagnostic qui apportera aussi bien sur la problématique des sans domicile fixe, mais aussi bien on va interroger aussi les commerçants, si on entend les commerçants qui se plaignent, donc on va aller voir les commerçants, et puis troisièmement, on va aller aussi voir les habitants. Alors, moi j'ai rencontré quelques commerçants, je veux dire quelques restaurateurs personnellement sur le cours des dames, c'est vrai qu'ils en parlent, mais j'ai pas eu, ils m'ont pas dit cette problématique, et eux ils ont bien fait attention. Il y a les sans domicile fixe, mais il y a aussi toute une population, peut-être en marginalité, mais qui a bien un domicile, et c'est vrai, il faut l'avouer. Et la semaine dernière, j'en parlais avec la psychiatre de l'équipe mobile de psychiatrie pour parler aussi de cette problématique de personnes qui avaient des troubles de santé mentale. Donc nous travaillons ensemble, par rapport à la problématique d'hygiène publique, c'est-à-dire les douches. 2, on va travailler avec les équipes telles que la PASS, la permanence d'accès aux soins de santé. 3, on va travailler aussi avec l'équipe mobile de psychiatrie précarité, voir comment peut-on travailler ensemble sur cette problématique. Mais je dis franchement, pour permettre de connaître bien cette problématique, aller bien gérer quand même sur La Rochelle, parce qu'on a l'intervention à la fois du SAMU social, l'intervention des équipes mobiles qui interviennent le jour, c'est vrai. Donc il y a tout un tissu social, à la fois médico, psycho, social, qui intervient. Ce n'est pas parfait, je n'ai pas dit, et c'est la raison qu'on fait un diagnostic, et je le dis bien, qui va être unique, et ce diagnostic va nous dire là où il y a une problématique, et ensuite, on vous la délivrera lors d'un conseil municipal. Merci, chers collègues. C'est des dossiers complexes. Si on veut gérer ça de manière humaine, je comprends l'insatisfaction sur les chiens. Hein. Vous l'avez évoqué. Il y a parfois des comportements d'agressivité que connaissent bien notre police. Là où on est très ferme, c'est sur
la consommation d'alcool dans l'espace public, qui, je le rappelle, est interdite. Alors, c'est pas simple, mais la police municipale systématiquement vide les canettes de bière pour éviter cette consommation et faire respecter les textes. Alors, ils se font engueuler, je m'excuse de la formule, parce que c'est pas apprécié par les SDF. Mais la meilleure solution, c'est de sortir ces gens de la rue par des moyens appropriés, moyens médicaux, moyens sociaux. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire à cette heure, mais on mesure bien la difficulté. Et on est une ville bienveillante. Ce dossier, ce sujet, il est récurrent. Vous savez, je suis rentré au conseil municipal l'année où Michel Crépeau avait pris son arrêté anti-mendicité, qui, hélas, ne s'est pas révélé très opérationnel. Il n'y a pas de solution miracle si on veut rester dans l'humanité. Aya, vous voulez intervenir ? Je voulais intervenir sur cette question de violence et je me souviens que lors de l'intervention de Madame Myriam Akari, ici dans cet hémicycle, j'avais rapporté le témoignage de certaines femmes qui vivent en l'occurrence à Villeneuve dans le cadre du dispositif Angela, qui avait l'air de dire que ce dispositif se cantonnait que en centre-ville, voire les minimes. Pour revenir à cette question d'insécurité, je dirais même de sentiment d'insécurité, qu'est-ce qui est mis en place dans les quartiers dits politiques de la ville pour permettre aussi à d'autres personnes d'avoir ce sentiment de sécurité, quitte à déployer ces dispositifs Angela, mais sous un autre angle, par exemple. Merci. Merci. Olivier, je te laisse intervenir, mais sachez tout d'abord que le nombre d'interventions ne sont pas dans les quartiers. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucun problème. Hein. Je dis bien, mais ce n'est pas là qu'on a les densités les plus importantes, d'une part. Que d'autre part, il y a eu des... Vous voyez, ce qui énerve complètement les citoyens, ce sont par exemple ce qu'on appelle les rodéos. Même si à La Rochelle, ils ne sont pas très nombreux, ils existent et ça pollue la vie. Et donc, il y a eu des interventions importantes de la police nationale pour stopper les rodéos, saisir les matériels et qui ont eu lieu, je pense, dans le quartier de Mireuil il y a quelques temps. Il y en a moins maintenant. Oui, mais il y a en tout cas eu des actions fortes pour stopper les rodéos. Parce qu'effectivement, c'est des motos particulièrement bruyantes en plus, et qui font des shows, des wheels sur la roue arrière et tout. En tout cas, il y a eu des interventions importantes de la police sur les rodéos. Je t'en prie, Pascal. Oui, donc je pense qu'il faut caractériser déjà ce qu'on appelle les violences. Il y a deux types de violences, en fait. Il y a effectivement les intraconjugales, intrafamiliales, qui se sont développées depuis le Covid et pour lesquelles, effectivement, les femmes sont plus spécifiquement effectivement touchées et pour lesquelles également Madame Akari s'est exprimée avec des mises en place aussi liées à l'État avec le numéro 3929, etc. Et donc, effectivement, des interventions qui sont plus spécifiques par rapport à ça. Maintenant, au niveau des quartiers, depuis notre mandat, depuis le début de notre mandat, notre politique, elle est une politique de proximité, c'est-à-dire qu'on a réorganisé la police municipale pour avoir des équipes dédiées sur le terrain dans les quartiers, avec des personnes qui, effectivement, comme elles sont dédiées, elles se déplacent à pied. Elles se déplacent à pied en vélo, déjà, pour être à disposition, effectivement, des citoyens. Donc ça, c'est une chose. Donc là, de ce côté-là, voilà, l'idée, c'est effectivement de réduire le sentiment d'insécurité. Et de la même façon, on a installé des caméras. En tout cas, on est sur le point d'installer des caméras à la fois à Villeneuve et à Mireuil, sans compter effectivement la place de Verdun et puis la plage de la Concurrence. Donc pour lesquels, effectivement, l'idée n'est pas, à travers les caméras, comme j'ai pu l'exprimer à d'autres reprises, de supprimer la problématique liée à la violence et liée à la sécurité, mais à déplacer le problème et faire en sorte surtout que les personnes, quand elles se déplacent depuis chez elles pour aller faire leurs courses, eh bien, ne se sentent pas en insécurité, justement. Et donc, c'est l'idée des caméras. Donc, toutes les actions combinées depuis 2 ans font que, eh bien, on peut imaginer que les personnes auront un sentiment d'insécurité qui sera moins important. Voilà. Merci. Aya.
Excusez-moi Pascal, mais il n'était pas question de violence conjugale dans un premier temps, puisque le dispositif Angela fait aussi mention d'harcèlement, harcèlement de rue. Et ces femmes-là qui se sont plaintes, ces femmes-là disaient que quand elles rentraient chez elles, en l'occurrence à Villeneuve, après 22 heures, je ne pense pas que notre police municipale, après 22 heures, fait encore des patrouilles à pied dans Villeneuve. Et je ne pense pas que ces femmes-là font des courses après 22 heures dans Villeneuve. Ce sont des personnes qui ont besoin de se faire plaisir. Hein, et lorsqu'elles rentrent chez elles, après 22 heures, je ne parle même pas d'extinction des feux, hein, pour vous dire. Hein. Excuse-moi, pour vous dire, je ne parle même pas d'extinction de feu, je parle de femmes qui nous rapportent, qui nous disent, ben écoutez, encore une fois, un dispositif qui est bien, mais qui est encore une fois cantonné au centre-ville. La question, en tout cas ma question, est-ce qu'on peut penser étendre ce dispositif aussi sur nos quartiers pour permettre à certaines femmes de sortir et de rentrer chez elles et d'avoir un sentiment de sécurité? Chantal qui peut donner des éléments et après je repasserai la parole à Pascal. Oui, alors le dispositif Angela, effectivement, se met en place. Il y a un certain nombre de réunions avec des associations féminines pour voir comment dérouler au mieux ce dispositif sur le territoire. Donc effectivement, c'est dans le cadre de cette analyse et de ce diagnostic qu'il serait intéressant de l'étendre, enfin qu'il faut absolument voir comment le développer à l'échelon des quartiers. Et c'est également prévu dans le cadre de la politique de prévention de la communauté d'agglomération. Voilà. Alors, pour ma part, dans le cadre de ma délégation égalité femmes-hommes, c'est un sujet que je suis également avec l'association Nous Toutes, et une réunion est programmée d'ailleurs en lien avec Christophe Berthaud pour voir comment gérer au mieux ce harcèlement de rue. Alors il y a un dispositif qui viendra avec des affiches, avec toute une politique de sensibilisation, qui viendra donc en complément de ce qui est demandé aux commerçants pour afficher donc qu'ils sont bien des interlocuteurs pour le dispositif Angela. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement un diagnostic qui est posé, des actions qui sont complémentaires, donc il y a une sensibilisation vraiment totale qui marque cette problématique. Mais effectivement, après, il faut voir comment le développer au mieux sur le territoire. Voilà. Merci, monsieur le maire de la Nuit. Oui, je vais compléter ce que disait Chantal. Et pour répondre à Aya, oui, nous allons développer le dispositif Angela. Oui, nous travaillons avec l'UMI, avec le CHR, où on a développé aussi les flyers Stop Violence faites aux femmes. Mais le problème d'Angela, de la répercussion, c'est trouver asile dans des commerces, dans des endroits. Mais le problème, c'est que ces commerces, ils sont fermés à 19h. Ou 20h, et que autant en centre-ville, on peut trouver un bar, un restaurant ouvert qui a le dispositif Angela, qui a le dispositif Stop Violence, ou qui donnait un havre de sécurité aux femmes ou n'importe quelle personne qui retrouve asile en quelque sorte dans ces lieux-là. Mais le problème, c'est que plus on s'éloigne du centre-ville, moins il y a de commerces ouverts le soir. La plupart ferment à 19h. Moi, je vois à Mireuil, heureusement à la Chope, au Carrefour, là il y a le petit Carrefour jusqu'à 22h, mais après 22h, il n'y a plus rien. Et toute la problématique, c'est la disparition des bars dans ces quartiers-là aussi. Il y avait des bars avant plus régulièrement à Mireuil, pareil à l'Alleu demain ou la Palisse. L'Alleu demain, je te regarde, la cave de l'Alleu va peut-être disparaître ou est en cours de disparition. Donc c'est aussi des lieux d'asile qui vont disparaître demain pour ces personnes-là. Donc du coup, là c'est toute la problématique aussi d'avoir pour les personnes du centre-ville jusque leur lieu de résidence des havres de paix, que ce soit les bars ou des restaurants. Et comme ils ferment à 19h ou parfois à 21h30, 22h pour l'alimentation, c'est plus compliqué. Je vous en prie, madame. Il y a des initiatives déjà dans des petites communes, déjà en France, qui permettent, ne serait-ce que dans des lieux un peu connus ou un peu publics, de mettre en place des QR codes.
Voilà, donc il faut tout simplement qu'on réfléchisse un peu, voir effectivement l'analyse que tu viens de faire, Christophe, est empreinte de terrain. Donc forcément, on n'a pas ces lieux de vie-là ouverts, c'est-à-dire bars et autres, mais on peut repenser les choses autrement. On peut pas, parce que pour l'instant, on n'a pas de commerce et malheureusement les commerces sont en voie de disparition dans ces zones-là, se dit, bah, tiens, on laisse les choses en l'état. Il faut innover et puis il y a des initiatives qui fonctionnent ailleurs. Merci. Vous avez échangé avec beaucoup de villes. Oui, et ça va faire l'objet aussi d'un atelier thématique du prochain Conseil de la nuit avec les bars et les restaurants qu'on doit mettre avec la prévention, avec Séverine, je regarde Séverine, au mois de juin, on doit mettre en place et essayer de réfléchir. Pour ce qui est QR code, c'est vrai que les bars ouverts ont le dispositif. Il y a aussi des dispositifs qui permettent de covoiturer à pied. Ça, c'est pour Olivier. Alors, je ne sais pas quel est le terme. Copiétoniser. Marcher ensemble. Quoi. Voilà. Rentrer en groupe. Rentrer en groupe. C'est mieux. Et donc, voilà. Là, du coup. Rentrer en groupe, c'est plus compréhensible. Voilà. Donc, du coup, il existe peut-être des points de rencontre pour permettre. Il y a des applications qui existent depuis déjà quelques temps. Et on pourrait aussi généraliser, faire mieux connaître ce dispositif pour accompagner les personnes qui sortent et d'être moins vulnérables de rentrer tout seul le soir chez soi. Merci de vos interventions. Sachez qu'en tout cas, on est très sensible au sujet que vous venez d'aborder. On est une ville plutôt tranquille, mais je dirais, pour chaque personne qui subit une agression, c'est évidemment une agression de trop. Et donc, même si elles sont peu nombreuses, il faut toujours essayer de lutter pour améliorer. Et puis, la situation particulière des SDF, sachez qu'on la suit et vous avez bien identifié la difficulté avec une nouvelle population qui est venue sur La Rochelle comme elle est venue sur l'ensemble des villes de l'ouest de la France. Chers collègues, notre conseil municipal arrive à son terme. Je vous souhaite une excellente soirée et nous nous retrouverons pour le dernier conseil municipal le 27 juin, avant des congés bien mérités.